Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Une roue tournante d'étoiles. Quand j'avais 9 ans, j'ai passé l'été chez ma tante Tabitha. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. C'était une femme assez gentille, et je l'aimais bien, avec cette affection vaguement nerveuse que les enfants réservent aux parents qu'ils connaissent bien, mais qu'ils ne voient pas assez souvent pour être vraiment à l'aise. Mais mes parents ne m'avaient jamais laissé chez elle. En fait, je ne pense avoir jamais été seul avec elle. Quand ma mère m'a embrassé à la hâte et m'a dit au revoir avant de se précipiter dans la voiture comme un oiseau effrayé, j'ai senti mon estomac se nouer. Quelque chose n'allait pas. Pas seulement le fait de me laisser chez sa sœur cadette excentrique, mais autre chose. Je lui avais demandé ce qui se passait pendant le trajet vers la maison de Tabitha, mais elle avait éludé la question avec un soupir agacé, disant qu'elle et papa avaient juste besoin d'un peu de temps seuls et qu'il était grand temps que je fasse mieux connaissance avec ma tante. J'ai découvert des années plus tard que mon père s'était inscrit dans un centre de désintoxication pour un séjour de 90 jours. Ce n'était pas vraiment par choix, mais parce que ma mère lui avait dit qu'elle le quitterait s'il ne le faisait pas. La cure a fonctionné, pendant un certain temps du moins. Ils ont fini par ne pas divorcer avant ma dernière année de lycée. Mais à l'époque, je me suis retrouvé seul sur le porche de Tabitha, son bras mince et bronzé posé négligemment sur mes épaules, les bracelets épais qu'elle portait toujours s'enfonçant dans mon cou alors qu'elle faisait signe à sa sœur avec tant de force que nous avons tous les deux vacillé légèrement. Elle était comme ça dans tout ce qu'elle faisait. Totalement engagée, toujours enthousiaste. Au début, cela me semblait étrange, mais après un certain temps, c'est devenu attachant d'une certaine manière. Je ne pouvais pas imaginer être avec elle tout le temps, mais je pensais pouvoir la supporter quelques mois. C'était surtout parce qu'elle était vraiment gentille. Pas de cette manière condescendante et hypocrite que les adultes ont souvent avec les enfants. Je parle pas du genre « je te parle gentiment », je te donne un jouet ou une activité, puis je n'ai pas de mauvaise conscience de souhaiter que tu ne sois pas là et que j'essaie de t'ignorer autant que possible. Non. Elle semblait authentique, sincère, sincèrement gentille. Elle était contente que je sois là, et avant même de m'en rendre compte, je me suis surpris à passer un bon moment moi aussi. Nous avons fait des randonnées, regardé des films, parcouru à vélo la petite ville où elle vivait. Elle était presque toujours chez elle, et presque toujours partante pour tout. C'était comme si j'avais soudainement eu une grande sœur cool à moi. Pourtant, même à 9 ans, je commençais à me demander pourquoi elle était tout le temps à la maison. Elle n'était pas mariée, et même si sa maison était agréable, je n'avais pas l'impression qu'elle était riche ou quoi que ce soit. Finalement, après presque une semaine passée ensemble, je lui ai demandé ce qu'elle faisait dans la vie. Elle a ri nerveusement et a hoché la tête. Je me demandais quand tu allais te poser la question. Elle m'a souri. J'ai un travail et je te le fais savoir, même si je ne suis pas surprise que Kelly ne t'en ait pas parlé. Son sourire s'est transformé en un petit rictus. Tes parents n'approuvent pas vraiment mon métier. Est-ce que tu comprends le mot « approuver » ? Riant devant son regard ébahi, elle a jeté un coup d'œil autour d'elle d'un air complice avant de se pencher vers moi pour me murmurer à l'oreille « Je suis voyante ». C'était clairement à mon tour de rire. « Tu veux dire comme à la foire ?» Tabitha prit un air dédaigneux. « Non, pas comme ça. Je suis une vraie professionnelle. Et honnêtement, je fais beaucoup de choses. Mon titre officiel est spirit occulte, mais les gens d'ici ne savent pas ce que cela signifie et ne veulent pas le savoir. Alors je me présente simplement comme voyante, et tout le monde s'en accommode très bien. » Je fronçai les sourcils. « D'accord. Et les gens te paient pour ça ?» La question est sortie toute seule du haut de mes 9 ans. Elle fit la moue et me donna un petit coup dans les côtes. « Je suis très doué pour ça. En fait, j'ai un gros client qui vient en ville la semaine prochaine pour une séance spéciale. » Son visage devint soudain sérieux. « Je voulais t'en parler d'ailleurs. Ça ne devrait pas prendre plus d'1 heure ou 2 mercredi. Mais si tu peux rester dans ta chambre pendant que la personne est là, ça m'aiderait beaucoup, ça te va ?» J'ai acquiescé, mais franchement, je ne comprenais rien.
Ça me va. J'ai simplement dit. Je voulais lui poser d'autres questions. Avait-elle une boule de cristal? Lisait-elle les lignes de la main? Utilisait-elle des cartes de tarot comme celles que j'avais vues à la télé? Et que faisait-elle d'autre à part prédire l'avenir? Finalement, j'ai gardé mes questions pour moi. Je ne voulais pas gâcher cette nouvelle amitié qui se développait entre nous, et je sentais que malgré ses plaisanteries, elle n'était pas très à l'aise pour en parler avec moi. Je ne savais pas trop pourquoi, car cela me semblait plutôt cool et intéressant. Mais quelque chose me disait de laisser tomber pour le moment. Peut-être mon instinct. Je pourrais lui en demander plus une autre fois. Lorsque le mercredi est arrivé, je suis monté dans ma chambre dès que la première voiture s'est garée. Un grand fourgon gris avec 2 hommes à l'air sévère à l'intérieur. Tabitha est venue me voir quelques minutes plus tard, m'offrant un grand sourire et me promettant que nous irions manger une glace dès qu'elle aurait terminé. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des gens arriver en bas. La grande salle à manger de Tabitha se trouvait juste en dessous de la mienne, et je savais qu'elle avait passé la matinée à la nettoyer et à en retirer tous les meubles, à l'exception de la longue et lourde table qui trônait au centre. J'imaginais ces personnes que je n'avais pas vues, ainsi que les 2 hommes que j'avais aperçus regroupés autour de cette table pour une sorte de séance de spiritisme ou quelque chose du genre. Moi, je croyais qu'une seule personne venait, mais en fait, il y allait avoir du monde. J'avais envie d'en rire, mais je n'y arrivais pas. Ce n'était pas vraiment drôle, car ce n'était pas vraiment une blague. Je ne sais pas comment je le savais. Peut-être était-ce l'expression de Tabitha lorsqu'elle en avait parlé, ou le sérieux avec lequel elle s'était préparée. Mais même si j'étais jeune, je savais que quoi qu'il fasse en bas, il le faisait pour de vrai. Quand ma tante est arrivée dans ma chambre une demi-heure plus tard, j'ai d'abord pensé qu'ils avaient simplement terminé plus tôt que prévu. Mais ensuite, j'ai vu son visage, pâle et tiré. Elle m'a regardé avec des yeux nerveux qui semblaient sur le point de se mettre à pleurer. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais elle a secoué la tête et a posé un doigt fin sur ses lèvres. Elle est entrée, a fermé la porte derrière elle et m'a parlé à voix basse, comme si elle avait peur que sa voix porte trop loin. « Mon grand, j'ai besoin de te demander quelque chose. Une faveur, je suppose. » Elle s'est interrompue, les yeux écarquillés. « Mais si seulement tu veux bien, Merde, je suis désolé, Écoute, ces gens... » Tabitha m'a adressé un faible sourire. « Ils me font faire cette cérémonie, tu vois, quelque chose de vraiment spécial et qui coûte beaucoup d'argent. J'avais un gars qui était censé venir. Il n'y avait aucun lien avec tout ça, il ne savait rien. Eh bien, il ne viendra pas, et cette chose, elle doit être faite tout de suite. » Elle regarda autour d'elle et se mit à pleurer un peu. « Merde, putain, gamin, je déteste vraiment te demander de faire ça, mais tu es le seul ici qui ne soit pas impliqué, et c'est important pour ce que tu devras faire. » J'étais confus et nerveux. Ça ne me dérangeait pas d'essayer d'aider, mais son comportement m'effrayait. Je comprenais qu'elle ne voulait pas mettre ces gens en colère si c'était son travail, mais que se passerait-il si je faisais une erreur ? Je laissai échapper cette dernière remarque, et elle s'essuya les yeux en secouant la tête. « Non, mon chéri, tu ne peux pas te tromper. Tout ce que tu as à faire, c'est de poser ta main sur une petite roue et la faire tourner une fois. C'est tout. Mais... » Elle détourna les yeux. « Ton autre main serait posée sur le bras d'un homme qui est mort il y a quelque temps. » Elle leva les yeux vers moi. « Il n'est pas dégoûtant ni rien, et tu n'auras à le toucher que pendant que tu tournes la roue. » Je la regardai fixement. J'aurais voulu que ce soit une blague, mais je savais que ce n'était pas le cas. Elle n'était pas seulement bouleversée, elle avait peur. « Tante Tabitha, je ne veux pas le faire, j'ai peur. » Elle sourit et acquiesça. « Je comprends, mon chéri, vraiment, mais je serai là, et je te promets qu'il ne t'arrivera rien de mal. Ça sera fini en quelques minutes, puis ils seront tous partis, je te le jure. » Elle m'observa un instant avant de poursuivre. « Mon grand, vois-tu, c'est beaucoup d'argent, et je te donnerai autant que tu veux. Je t'achèterai tout ce que tu veux, d'accord ? Mais ces gens sont importants. Je ne peux pas me permettre qu'ils se fâchent contre moi, tu comprends ? » Et je comprenais. Pas tant à cause de ces mots que du sentiment de peur grandissant qu'il véhiculait.
je commençais à comprendre que Tabitha ne s'inquiétait pas seulement de perdre de l'argent. Elle était terrifiée et elle avait besoin de mon aide. Alors j'ai dit oui. Il y avait 7 personnes dans la salle à manger, 8, moi compris. 9 si l'on compte le mort. De grands miroirs avaient été apportés et accrochés aux 4 murs et au plafond, et le périmètre de la pièce était bordé de lignes entrelacées rouges et blanches. Tabitha m'a chuchoté que ce n'était que du sel et de la poussière de briques alors que nous marchions prudemment dessus. Les 2 hommes de la camionnette se tenaient aux extrémités opposées de la table, les mains fermement agrippées au coin du bois. Ils avaient retiré leurs chemises et leurs cravates, et dans la lueur jaune électrique du vieux candélabre suspendu au-dessus de nos têtes, je pouvais voir que leur peau était peinte d'étranges marques et luisantes de sueur. Les 4 autres étaient tous plus âgés et élégamment vêtus. 2 hommes et 2 femmes, regroupés comme des vautours, murmurant entre eux avant de se retourner d'un seul coup lorsque Tabitha m'a fait entrer dans la pièce. L'une des femmes s'est avancée. « Sommes-nous prêts à continuer ? Il ne nous reste que quelques minutes. » Son visage était agréable, mais sa voix était froide et dure. « Comme vous le savez, nous avons préservé le corps autant que possible pour aujourd'hui, pour l'instant. Si nous tardons davantage, eh bien, comme nous vous l'avons dit, la mort a tendance à prendre le dessus sur le corps. » Elle me jeta un coup d'œil, puis regarda à nouveau ma tante. « Alors je vous le redemande, sommes-nous prêts ?» Tabitha acquiesça d'un signe de tête tremblant. « Oui, il a dit qu'il le ferait. » L'un des hommes m'a regardé et a ricané. « Je n'aime pas du tout ça. Nous n'avons aucune idée de ce que cet enfant pourrait faire pendant la transformation. » Il a lancé un regard noir à l'autre femme. « Je t'avais dit qu'on aurait dû essayer de s'arranger avec le fabricant de poupées. » La femme qui avait parlé en premier s'est brièvement retournée pour fusiller l'homme du regard. « Ce n'est pas notre façon de faire. » Baissant les yeux, il acquiesça légèrement. « Oui, bien sûr. » Elle se retourna et m'adressa un sourire en parlant. « T'inquiète pas, j'ai demandé au monsieur d'arrêter de se plaindre et de se mettre en position. Et toi, petit garçon, garde l'esprit vide et fais tourner la roue, d'accord ?» Lorsque j'acquiesçai machinalement, son regard se porta sur Tabitha. « Tout le monde en position, maintenant !» Tabitha a répondu oui, bien sûr, tout simplement. Tabitha m'a ensuite légèrement tiré vers la table. J'avais évité de regarder la forme qui y était allongée, mes yeux errant partout pour ne pas avoir à regarder le cadavre. Mais maintenant que je le voyais, je me rendais compte que ce n'était pas si terrible. C'était juste un homme. C'était un homme chauve, barbu, en sous-vêtements. Et il n'était pas un peu comme les hommes aux extrémités de la table. Mais à part ça, le corps ressemblait à celui d'un homme normal faisant une sieste. J'ai essayé de garder cette idée en tête, tandis que ma tante approchait doucement ma main gauche et la posait sur son bras. J'ai jeté un coup d'œil vers ma droite en sursautant légèrement. Il y avait maintenant une petite roue posée sur le bord de la table. Elle n'était pas là auparavant, et je n'avais aucune idée d'où elle venait. Tout cela était si étrange que je me suis demandé si je m'étais pas endormi et si je ne faisais pas un mauvais rêve, ou un rêve bizarre. Mais non. Lorsque Tabitha a pris ma main et l'a posée sur la roue, j'ai pu sentir à quel point elle était dure et froide. Tellement froide qu'elle me brûlait un peu les doigts. C'était tellement étrange. Des lignes et des courbes de bois noir s'entrecroisaient dans tous les sens, formant un cercle approximatif avec un axe argenté au centre. Cela me rappelait à la fois une roue de loterie foraine et quelque chose qui sortait du carrosse d'une princesse féerique. Mais alors que je la touchais, les 4 buses se mirent à chanter. Tabitha se mit à prononcer des mots dans une langue que je ne comprenais pas. Et la roue? Eh bien, disons que le ciel se couvrit d'étoiles. Tous ces points lumineux s'ouvrirent dans le bois, projetant dans toutes les directions des faisceaux de lumière éclatants. Je voulais lâcher la roue, car son froid me brûlait et la lumière était terriblement vive. Puis, les étoiles se mirent à clignoter. Non, à étinceler, car ce n'étaient pas seulement des étoiles, c'était aussi des yeux terribles et perspicaces qui me regardaient, me scrutaient, et une voix interrompit ma pensée. « Tourne la roue !»
J'ai tiré et pendant un instant tout est resté immobile, à l'exception du kaléidoscope lumineux qui clignotait sur les murs, les miroirs et les visages froids et cruels des étrangers dans la maison de ma tante. Alors que mon bras pendait le long de mon corps et que Tabitha tenait doucement mon autre bras sur la peau du mort, je me suis forcé à ne penser qu'à l'idée qu'il m'était venue à l'esprit lorsque j'avais tourné la roue. Bientôt, tout cela serait terminé et je serais libre. Soudain, les lumières tournoyantes ont commencé à s'estomper, puis à prendre une couleur violet vif avant de s'éteindre. Et ce n'était pas seulement la roue étoilée. La pièce était plongée dans l'obscurité totale, alors que le soleil de l'après-midi était encore visible quelques instants auparavant. Je me suis mis à crier, mais dès que je commençais, je sentais une main se refermer sur ma bouche, tandis qu'on me tirait vers un coin de la pièce. Mais cela n'avait plus d'importance, je n'étais plus le seul à crier. Cette pièce est restée plongée dans l'obscurité pendant je ne sais pas combien de temps. J'entendais des cris et des hurlements, et à un moment donné, j'ai cru voir une faible lueur verte de l'autre côté de la pièce. Mais c'était peut-être une illusion due à l'obscurité. Ce qui n'était par contre pas une illusion, c'était le souffle que je sentais sur mon visage alors que quelque chose se penchait près de moi. Je pouvais le sentir accroupi à quelques centimètres de moi. J'ai eu le temps de me demander s'il pouvait me voir ou s'il me sentait simplement, recroquevillé contre ma tante tremblante, plus effrayé que je ne l'avais jamais été. C'est alors qu'il m'a parlé d'une voix rauque. « Merci, mon enfant, tu m'as libéré. » Puis il a disparu. Quelques instants plus tard, la pièce semblait être revenue à la journée d'où elle venait. La lumière du soleil déclinante pénétrait dans la pièce et éclairait les corps que la chose avait laissés derrière elle. Elle les avait tous tués. Tous, sauf moi et Tabitha. J'en ai vu assez pour savoir qu'il n'y avait pas de sang, juste des poupées de chiffon brisées, comme si un enfant négligent avait oublié de ranger ses jouets. Puis Tabitha m'a couvert les yeux et m'a fait sortir de la pièce. Elle a commencé à appeler quelqu'un et au début, j'ai pensé que c'était mes parents ou la police. Mais ce n'était ni l'un ni l'autre. On lui avait dit de contacter une personne en particulier si quelque chose tournait mal aujourd'hui. Quand je lui ai demandé qui c'était, elle a simplement secoué la tête avant de me jeter un coup d'œil. Je ne sais pas, mon grand. Quelqu'un de là où viennent ces gens, je crois. C'est une ville appelée Empire, loin d'ici. Ils ont dit que nous devions quitter la maison pendant les 6 prochaines heures et que tout serait réglé. Allez, va chercher ton pyjama et ta brosse à dents. On va passer la nuit à l'hôtel, d'accord ? Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons dîné dans un fast-food, puis nous avons regardé des films dans une chambre du seul hôtel de la ville. Aucun de nous n'en a plus parlé. Et je n'ai pas été surpris lorsque nous sommes revenus le lendemain et que la maison était revenue à la normale, sans aucun signe de ce qui s'était passé. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère et lui ai demandé de rentrer à la maison. Quand elle a protesté, Tabitha a pris le téléphone et lui a dit que c'était pour le mieux. Elle avait adoré m'avoir, mais certaines choses étaient arrivées. Maman était irritée, mais elle a finalement accepté de venir me chercher le lendemain matin. Mais au lieu de me ramener à la maison, j'ai été envoyé chez mes grands-parents jusqu'à la 2e semaine d'août. Aussi étrange que cela puisse paraître, Tabitha me manquait beaucoup. Nous nous sommes parlé au téléphone à plusieurs reprises après cela, mais ce n'était plus pareil. Lorsqu'elle a coupé les ponts avec le reste de ma famille, quelques mois plus tard, j'ai failli raconter à mes parents ce qui s'était passé pendant mon séjour chez elle, mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être parce qu'ils ne m'auraient tout simplement pas cru. Ou peut-être était-ce le pouvoir d'une loyauté résiduelle envers ma tante, à qui j'avais promis de ne jamais rien dire lorsqu'elle m'avait serré dans ses bras pour me dire au revoir. Mais peut-être n'ai-je rien dit parce que cela aurait tout fait ressurgir. Cela aurait rendu tout cela plus réel. Et plus que tout, je voulais me convaincre que mes souvenirs n'étaient que des fragments d'un cauchemar d'enfance. Et puis, la semaine dernière, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une femme morte allongée sur le sol de mon salon. Un homme chauve à la barbe grise était accroupi à côté d'elle, ses yeux brillant d'une lueur surnaturelle alors qu'il me regardait entrer dans la pièce. Je l'avais déjà reconnu avant même d'entendre la voix qui s'était blottie contre ma joue dans l'obscurité il y a tant d'années. « Bonjour à nouveau, mon enfant. »
Je voulais reculer, m'enfuir, mais je me rendis compte que je ne pouvais plus bouger. Ou plutôt, je pouvais bouger mais seulement vers l'avant. Car malgré mes efforts, désespéré et terrifié, je m'approchai lentement de cette chose et de son cadavre. Il me fit signe et je tombai à genoux à côté du corps. L'homme a retroussé ses lèvres dans ce que j'ai interprété comme un sourire. Puis il a fait un geste vers la petite roue noire qui se trouvait maintenant à côté de moi. Alors que ses yeux vacillants se fixaient sur les miens, j'ai senti ma main gauche glisser vers la cuisse moite de la femme. Se léchant les lèvres, il m'a fait un petit signe de tête avant de parler une dernière fois. « Tourne la roue »,